Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années sur cette chaîne YouTube. Comme tu le sais sûrement déjà, tu vas pouvoir retrouver l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi des interviews exclusives, de l'actualité. Bref, si tu kiffes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Avant de commencer, oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, histoire de rien rater. Si tu kiffes la crypto mon pote, une vidéo par semaine, il n'y a pas toutes les chaînes crypto qui te proposent ça. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble tous les détails de la loi MiCA. Cette loi qui fait énormément parler d'elle depuis ces derniers mois dans le monde crypto, qui promet de réguler au mieux le monde crypto-monnaie et d'instaurer un climat un peu plus sécuritaire. C'est ce qu'on voit tout de suite ensemble. Alors, cette loi, récemment adoptée par l'Union européenne, t'en as déjà sûrement entendu parler. La loi MiCA, ou alors Markets in Crypto Assets, a été publiée le 9 juin 2023 et entrera en vigueur progressivement à partir de fin 2024. C'est une régulation introduite par l'Union européenne pour encadrer le marché des crypto-monnaies et des actifs numériques. Publiée le 9 juin 2023, cette législation marque un tournant majeur dans la régulation des cryptos à travers l'Union européenne. En effet, elle vise à créer un cadre juridique uniforme pour les cryptos, les stablecoins et les autres types de tokens afin de garantir une meilleure protection des consommateurs, une plus grande transparence et une stabilité accrue dans ce secteur en pleine expansion. Alors, pourquoi cette régulation est-elle cruciale? Tout d'abord, la loi MiCA introduit des exigences strictes pour les émetteurs de crypto et les prestataires de services. Elle oblige les acteurs du marché à fournir des informations claires et complètes aux investisseurs, permettant ainsi une meilleure évaluation des risques aux investissements en crypto. Les règles concernant la transparence des offres, les obligations de reporting et les exigences de réserve pour les stablecoins visent à protéger les investisseurs contre les pratiques trompeuses et les risques financiers. Le but de MiCA, ça va être aussi une uniformisation du cadre réglementaire parce que, tout simplement, avant MiCA, les régulations sur les crypto-monnaies variaient considérablement d'un État membre de l'UE à un autre. Ça créait des disparités qui compliquaient la gestion des cryptos et la fourniture de services à l'échelle européenne. Avec MiCA, un cadre harmonisé est mis en place, ce qui simplifie les processus pour les entreprises et assure que les règles sont les mêmes partout en Union européenne. Ça favorise la confiance des investisseurs et des entreprises dans le marché des cryptos. Le but, ça va être aussi la prévention des activités illicites. Ce but, ça va être de renforcer les mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça permet aux autorités de mieux surveiller les flux financiers suspects et d'assurer que les cryptos ne soient pas utilisés à des fins illégales. En établissant aussi un cadre réglementaire clair et uniforme, MiCA vise également à stimuler l'innovation dans le secteur des cryptos. Les entreprises et les startups peuvent ainsi opérer en toute confiance, sachant qu'elles sont en conformité avec les normes européennes. Ça encourage le développement de nouvelles technologies et services dans un environnement régulé, ce qui peut conduire à une croissance économique et à la création d'emplois dans le secteur des cryptos. Alors, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les entreprises ? Eh bien, la loi MiCA, elle introduit des exigences de conformité plus strictes, mais offre également des avantages significatifs. Les prestataires de services auront besoin d'une licence pour opérer dans l'UE, une sorte de permis. Mais une fois obtenue, cette licence leur permettra de fournir leurs services dans tous les États membres grâce au passeport européen, introduit par la loi. Ça simplifie les démarches administratives et ça ouvre de nouveaux marchés pour les entreprises. Alors, pourquoi avoir instauré cette loi MiCA? En fait, pour résumer, avant, c'était le bordel. Avant la loi MiCA, les régulations concernant les cryptos variaient considérablement d'un pays à un autre au sein de l'Union européenne, comme je l'ai dit en introduction. Certains États membres avaient mis en place des cadres législatifs spécifiques, tandis que d'autres restaient sans régulation claire. Par exemple, l'Allemagne qui a été l'un des premiers pays européens à mettre en place une régulation claire pour les cryptos. Depuis 2013, la BaFin, Autorité fédérale de surveillance financière, considère le Bitcoin comme une unité de compte et impose des règles spécifiques aux prestataires de services de crypto.
les entreprises doivent obtenir une licence de BaFin pour ouvrir des services liés aux cryptos, comme l'échange ou la conservation de cryptos. En France, deuxième exemple, la régulation des cryptos a été principalement régie par l'autorité des marchés financiers, AMF, et la loi Pacte de 2019. La loi Pacte qui, elle, introduit un cadre spécifique pour les prestataires de services sur actifs numériques, le PSAN, exigeant un enregistrement ou une licence pour les entreprises opérant dans ce domaine. Les règles comprennent des exigences de transparence, de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des investisseurs. Autre exemple, pour te montrer à quel point c'était le bordel, Malte qui a développé l'un des environnements réglementaires les plus favorables aux cryptos. Le pays a adopté une série de lois en 2018 pour réguler les cryptos, incluant la loi sur les services de crypto, Virtual Financial Assets Act, et la loi sur les entreprises de crypto. Ces lois offrent un cadre clair pour les entreprises, encourageant l'innovation tout en établissant des normes strictes pour la protection des investisseurs et la conformité. Et en fait, comme je te l'ai dit en intro, cette disparité, eh bien, ça a foutu pas mal le bordel. Par exemple, les entreprises et les investisseurs opéraient dans un climat d'incertitude, ne sachant pas toujours quelles règles s'appliquer ou comment les interpréter. Ces différences de régulation entre les pays ont fragmenté le marché. Ça a rendu difficile la fourniture de services transfrontaliers et la coopération entre les acteurs européens. Et autre bordel, l'absence de régulation uniforme, ça a facilité les activités frauduleuses et le blanchiment d'argent parce que tout simplement certaines zones manquaient de contrôle et de surveillance appropriée. Alors, on le voit, on me l'a déjà dit en interview, la loi MiCA, ça fait pas plaisir à tout le monde, surtout aux développeurs de projets crypto. Maintenant, d'un point de vue investisseur et d'un point de vue régulation, à nouveau, c'était entre guillemets un passage obligé. Et ce qu'il faut voir, c'est que la loi MiCA a 3 objectifs principaux dans le but de sécuriser et de réguler tout ça. Le premier objectif, c'est d'assurer la sécurité des investisseurs. Le deuxième, ça va être de prévenir les activités illicites. Et le troisième objectif, c'est de créer un cadre juridique clair pour les acteurs du marché. Alors, comme tu le vois, les 3 objectifs sont clairs et entre guillemets, sont plutôt positifs pour nous, investisseurs crypto. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, vous savez à quel point je kiffe les détails, quels vont être les points principaux de la loi MiCA. Le premier point, ça va être la classification des cryptos, stablecoins et tokens utilitaires. La loi MiCA, en fait, elle va classer de manière claire les différents types de cryptos, chacun ayant des exigences réglementaires spécifiques. On va s'intéresser plutôt aux cryptos et aux stablecoins tout simplement parce que les tokens utilitaires, voilà, vont avoir des exigences réglementaires qui vont se rapprocher des crypto-monnaies. Concernant les cryptos, les émetteurs de crypto-monnaies doivent respecter les exigences générales de la loi, notamment en matière de transparence et de protection des investisseurs. Toutefois, eh bien, ces crypto-monnaies ne sont pas soumises à des régulations aussi strictes que les stablecoins. Donc, concernant les cryptos, tout d'abord, obligation de publier un white paper. Donc, ce white paper va devoir être publié de manière claire. Il va devoir décrire en détail les caractéristiques de la crypto qu'il propose. Ce white paper doit comporter une description précise du projet, la structure de la gouvernance, les mécanismes de financement, la technologie sous-jacente, les droits et obligations des détenteurs. Il doit également expliquer comment les fonds collectés seront utilisés et inclure des projections financières si disponibles. Ces projets crypto vont devoir publier des rapports réguliers, c'est-à-dire des mises à jour sur l'état du projet et les développements importants. Ça peut inclure des rapports financiers, des audits de performance et des informations sur le changement dans la gestion ou la structure du projet. Si des modifications significatives interviennent dans le projet ou dans les conditions de l'offre, les émetteurs doivent réviser et mettre à jour leur white paper et informer les investisseurs en conséquence. Concernant la protection des investisseurs, eh bien, les émetteurs doivent fournir une évaluation détaillée des risques associés à l'investissement dans leurs cryptoactifs. Ça inclut les risques financiers, opérationnels et technologiques. Le white paper doit comporter une section dédiée aux avertissements de risques décrivant les risques spécifiques liés aux cryptos.
tels que les risques de sécurité, de liquidité et les risques de changement réglementaire. Les émetteurs doivent aussi mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les fonds et les données des investisseurs. Ça comprend des protocoles de cryptographie, des systèmes de gestion de clés privées et des mesures contre les cyberattaques. Les projets peuvent être tenus aussi de réaliser des audits de sécurité indépendants pour vérifier la robustesse de leur système et identifier les vulnérabilités potentielles. Les émetteurs de crypto devront établir aussi des procédures claires pour la gestion des plaintes et des réclamations des investisseurs. Ça comprend des mécanismes pour signaler les problèmes et obtenir des résolutions en cas de litige. Ils doivent fournir aussi un support adéquat pour aider les investisseurs en cas de difficulté, y compris des canaux de communication ouverts et des équipes de support dédiées. Comme dit en introduction, les émetteurs doivent soumettre des rapports financiers réguliers qui détaillent l'utilisation des fonds collectés, la santé financière du projet et tout changement significatif dans les conditions économiques. Et ces rapports doivent être accessibles aux investisseurs pour qu'ils puissent suivre la performance du projet et la gestion des fonds. Les émetteurs doivent aussi se conformer aux règles établies par les régulateurs européens, en s'assurant que toutes les exigences de la loi MiCA sont respectées de manière totalement logique. Ça inclut le respect des obligations de transparence et la mise en place de systèmes adéquats pour la protection des investisseurs. Les émetteurs doivent aussi agir avec intégrité et éthique en évitant les pratiques trompeuses ou frauduleuses. Ils doivent faire preuve de bonne foi dans leur communication et interaction avec les investisseurs. Donc, comme tu le vois, dans les grandes lignes, eh bien, la loi MiCA est relativement simple à appliquer. Je veux dire, pour moi, le CoinMarketCap fait déjà preuve de la santé financière d'un projet. Un simple disclaimer dans le white paper qui dit « Investir en crypto-monnaie comporte des risques et t'expose à une perte partielle ou totale du capital », c'est relativement simple à appliquer. Ensuite, tout ce qui va être rapport d'audit, voilà, ça c'est toujours un plus. Faire venir des entreprises extérieures, histoire de tester la sécurité du projet, de la blockchain, etc. Ça c'est un petit plus quand même. Par contre, voilà, tout ce qui va être les mises à jour concernant le projet, eh bien logiquement, on l'a tous les ans avec la roadmap, du moins sur les projets sérieux, de manière logique. Donc concernant les cryptos, comme dit en introduction, voilà, c'est encore gentil. Passons aux stablecoins. Les stablecoins sont soumis à des régulations spécifiques plus strictes. La loi MiCA impose des exigences de liquidité et de réserve, avec tout d'abord un ratio de couverture 1:1. C'est-à-dire que les émetteurs de stablecoins doivent maintenir une couverture à 1:1 avec les monnaies fiduciaires ou les actifs sous-jacents. Ça signifie que pour chaque unité de stablecoin émise, l'émetteur doit détenir une quantité équivalente de monnaie fiduciaire ou d'actifs liquides en réserve. Par exemple, pour chaque stablecoin en circulation, l'émetteur doit avoir une unité correspondante de l'actif sous couverture, comme l'euro ou le dollar dans les réserves. Et ces réserves doivent être constituées d'actifs liquides sûrs et facilement convertibles en monnaie fiduciaire. Les actifs éligibles peuvent inclure des dépôts bancaires ou des bons du trésor, ou encore d'autres instruments financiers à faible risque. Les actifs doivent être de haute qualité pour rassurer qu'ils conservent leur valeur et puissent être utilisés pour garantir la stabilité du stablecoin. Les émetteurs sont tenus de publier des rapports réguliers sur l'état de leurs réserves. Ces rapports doivent détailler la composition des réserves, leur valeur totale et la manière dont elles sont gérées. Cette transparence est cruciale pour maintenir la confiance des utilisateurs dans la stabilité du stablecoin. Les émetteurs doivent aussi se soumettre à des audits externes réguliers pour vérifier que les réserves sont adéquates et conformes aux exigences. Ces audits doivent être réalisés par des entreprises d'audit indépendantes et reconnues, et les résultats doivent être publiquement disponibles pour les investisseurs. Leurs réserves doivent être maintenues en actifs suffisamment liquides pour permettre des échanges rapides et efficaces des stablecoins contre des euros ou des dollars. Par exemple, ça assure que les utilisateurs peuvent toujours convertir leur stablecoin en espèces à la valeur nominale sans difficulté. Les émetteurs doivent gérer activement la liquidité de leurs réserves pour éviter toute situation où ils ne pourraient pas honorer les demandes de rachat. Les stratégies de gestion de liquidité doivent être mises en place pour garantir que les réserves sont toujours suffisantes pour répondre aux demandes de retrait.
Les régulateurs européens surveilleront de manière continue la conformité des émetteurs de stablecoins avec les exigences de liquidité et de réserve. Les autorités de régulation ont le pouvoir de mener des inspections et de demander des informations supplémentaires si nécessaire. Et alors, si les émetteurs ne respectent pas les exigences en matière de réserve, ou alors qu'ils échouent à maintenir la couverture appropriée, ils pourront faire l'objet de sanctions. Ces sanctions peuvent inclure des amendes, des restrictions opérationnelles ou même la suspension de l'émission de stablecoins. Les émetteurs doivent soumettre des déclarations financières régulières aux régulateurs, détaillant la gestion des réserves et la conformité avec les exigences de couverture. Ces déclarations doivent être précises et refléter fidèlement l'état des réserves. Les émetteurs doivent aussi également fournir aux utilisateurs des informations claires sur les mécanismes de rachat et les conditions de convertibilité des stablecoins. Les utilisateurs doivent être informés de leurs droits et des procédures à suivre pour échanger ces stablecoins. Les politiques de gestion de réserve et de liquidité doivent être régulièrement revisitées pour s'assurer qu'elles restent adaptées aux conditions du marché et aux exigences réglementaires. Les ajustements doivent être documentés et communiqués aux régulateurs et aux utilisateurs si nécessaire. Les rapports financiers et les audits doivent être publiés régulièrement et être accessibles au public. Cette transparence vise à renforcer la confiance des investisseurs et à permettre aux investisseurs de vérifier que les réserves sont correctement maintenues. Les audits externes doivent vérifier non seulement la couverture des réserves, mais aussi la gestion des fonds et la conformité aux normes établies par la loi MiCA. Comme tu le vois, concernant les stablecoins, l'Union européenne souhaite éviter qu'il se repasse ce qui s'est passé avec le Terra Luna. Si tu t'en souviens, cette catastrophe mondiale qu'il y a eu il y a quelques années sur le Terra, voilà, l'Union européenne veut absolument éviter qu'il se repasse exactement la même chose. Chose positive, par contre, c'est d'avoir au minimum en valeur autant de dollars que d'USDT, par exemple. En fait, la loi MiCA, ça va pas non plus nous protéger des piratages, forcément, en sachant qu'aujourd'hui, dans le monde crypto, la plupart du temps, si tu te fais pirater ton compte, c'est entièrement de ta faute. Mais ça va nous protéger, principalement sur les stablecoins, pour éviter les catastrophes comme il s'est passé sur le Terra Luna il y a quelques années. Tu vois, pour te dire un petit peu mon avis, au départ, lorsque j'ai commencé à parler de la loi MiCA, j'avais un avis assez négatif dessus. Et le fait d'avoir fait ces recherches, ça me permet de voir qu'en fait, voilà, nous, en tant qu'investisseurs, ça nous touche que très peu. Au contraire, c'est là pour nous protéger. Et au plus mes recherches ont avancé, au plus je trouvais cette loi relativement positive. Maintenant, parlons des exigences pour les émetteurs de crypto. Alors, qu'est-ce que j'appelle émetteurs de crypto? Eh bien, ce sont les entités ou individus qui créent et lancent des cryptos ou des tokens sur une blockchain. Ils sont responsables de la conception du projet, de l'émission de ses actifs numériques et de la gestion des fonds levés lors de l'offre initiale ou d'autres levées de fonds. La loi MiCA va leur imposer plusieurs exigences. La première, une obligation d'enregistrement et d'autorisation. Tous les émetteurs de crypto doivent s'enregistrer auprès des autorités compétentes pour pouvoir émettre des cryptos dans l'Union européenne. Cette obligation d'enregistrement vise à garantir que seuls les acteurs conformes aux normes réglementaires puissent participer au marché. La loi MiCA impose des mécanismes de protection pour les consommateurs, notamment des procédures de réclamation et de résolution des litiges. Les investisseurs ont droit à des recours efficaces en cas de problème avec les cryptos ou les services associés. Concernant les plateformes d'exchange, eh bien, elles doivent respecter des normes élevées en matière de sécurité. Concernant la protection des données, la plateforme d'exchange doit mettre en place des mesures robustes pour protéger les informations personnelles et financières des utilisateurs. Ça inclut l'utilisation de protocoles de cryptage pour sécuriser les transactions et les données de compte contre les violations et les cyberattaques. Les plateformes doivent aussi adopter des pratiques de sécurité rigoureuses telles que l'authentification à 2 facteurs, des systèmes de détection de fraude et des audits réguliers de sécurité dans le but d'identifier et d'atténuer les risques potentiels. Concernant l'infrastructure technique, les plateformes doivent garantir que leurs systèmes sont résilients face aux pannes et aux attaques.
Ça implique des mesures pour assurer la disponibilité continue des services et des mécanismes de récupération rapide après une interruption. Les logiciels et infrastructures des plateformes doivent être régulièrement mis à jour dans le but de protéger contre les nouvelles vulnérabilités. La mise en œuvre de correctifs de sécurité et d'amélioration technique, eh bien, c'est essentiel pour maintenir un environnement sécurisé. Et on y arrive. Concernant les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Eh bien, ces plateformes doivent obligatoirement créer un KYC, c'est-à-dire des procédures de connaissance du client, dans le but d'identifier les utilisateurs avant de permettre d'effectuer des transactions. Ça inclut la collecte de documents d'identification et la vérification de l'identité des utilisateurs dans le but de prévenir des activités illégales. Les plateformes doivent aussi surveiller les transactions en temps réel, et ça je suis moins fan, pour détecter les activités suspectes ou les transactions inhabituelles qui pourraient indiquer des tentatives de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Et en cas de détection de transactions suspectes, les plateformes doivent signaler ces activités aux autorités compétentes. Ça inclut la soumission de rapports sur les transactions suspectes, les STR, aux autorités de régulation ou de contrôle financier. Les plateformes doivent élaborer des politiques internes pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et former leur personnel pour identifier et signaler les activités suspectes. Et forcément, ces employés auront droit à des programmes de formation régulières. Et de toute logique, ces plateformes doivent être prêtes à se soumettre à des audits et inspections par des autorités réglementaires pour vérifier leur conformité avec les normes AML, CFT. Elles doivent également collaborer pleinement avec les enquêtes des autorités en cas de suspicion d'activité illégale. Alors les potes, je suis pas rentré dans absolument tous les détails. Le but c'était pas que la vidéo dure 1 heure, vous le savez, hein, les seules vidéos sur mon compte qui vont durer 1 heure sont les analyses fondamentales, pas les petites vidéos qu'il y a chaque semaine. Mais j'ai préféré vous mettre en avant tous les points importants de la loi. Et qu'est-ce qu'on y remarque? Eh bien que pour nous investisseurs, ça change pas grand-chose. Bien sûr, hormis le KYC qu'on a tous connu sur Binance, qui dérange certaines personnes, moi personnellement ça me dérange pas. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, c'est chiant à faire, envoyer ces documents, etc. Ça va pas être non plus super contraignant concernant les projets crypto. Voilà, comme on l'a vu, simplement quelques disclaimers à droite à gauche, mettre à jour la roadmap, publier des rapports de santé financière du projet, voilà. Pour moi, la plupart des projets sérieux le font déjà. Par contre, ça va changer pas mal de choses sur les stablecoins et sur les plateformes. Les plateformes qui vont devoir obligatoirement mettre en place des KYC, imposer un chat, histoire que les clients puissent avoir recours à une personne, résoudre leurs problèmes. Et concernant les stablecoins, ça a été là pour moi le plus gros challenge. Le fait d'avoir autant de liquidités en fiat ou en bons du trésor qu'en crypto. Pour moi, tout ça les potes, on avance vers une régulation. En fait, ce passage était clairement obligé. Ce qu'il faut savoir les potes, c'est que j'ai pas la science infuse. Et voilà, moi, j'ai poussé mes recherches au maximum, mais j'ai pu me tromper ou j'ai pu omettre des détails. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si par exemple il y a un point de la loi que je n'ai pas cité dans cette vidéo, mais qui te semble important. Ce sera avec plaisir de l'ajouter en description de cette vidéo et d'avoir un petit débat dessus. Parce qu'à nouveau, je suis pas hyper fan de tout ce qui va être surveillance des transactions, mais par contre, je suis fan vers une adoption mondiale de la crypto. C'était Stache les potes. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de mettre un petit commentaire, histoire de me donner de la force. Merci à vous les potes. On est de plus en plus nombreux. Bientôt la barre des 2000 abonnés. Merci à vous. Ciao.